Je donne la parole à Monsieur Bastian pour la convention relative à la décence des logements entre la CAF et notre service intercommunal d'hygiène. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de renouveler une convention entre la CAF et la ville de Cherbourg concernant les contrôles de logement. Donc, le décret du 30 janvier 2002 relatif à la solidarité et au renouvellement urbain définit les caractéristiques du logement décent. La loi de mobilisation du logement du 25 mars 2009 apporte une définition légale de la décence. Cette notion de décence a été substituée dans le Code de la sécurité sociale à la notion de salubrité qui conditionnait jusqu'à présent le versement de l'allocation logement par les caisses d'allocation familiale. Désormais, la loi SRU interdit tout versement aux tiers payants ne répondant pas aux critères de décence du Code de la sécurité sociale et habilite les organismes débiteurs de prestations familiales à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux critères de décence. La Caisse d'allocation familiale de la Manche ne dispose pas actuellement de personnel spécialisé pour ce type de contrôle. De son côté, le service d'hygiène de la ville de Cherbourg dispose de techniciens, inspecteurs de salubrité, et les caractéristiques des notions de décence étant complémentaires à ceux de l'insalubrité, les inspecteurs de salubrité ont toutes les compétences techniques nécessaires à la vérification de la décence du logement. Donc, dans ce contexte, et depuis 2003, il y a une convention entre la CAF et la ville de Cherbourg qui permet de vérifier la décence de logement et de lutter par voie de conséquence contre les marchands de sommeil. Donc, la convention étant arrivée à son terme, on vous propose d'autoriser, Monsieur le maire, à signer de nouveau une convention entre la CAF et le service d'hygiène de la ville de Cherbourg-Octeville concernant la décence des logements. Alors, pour mémoire, au niveau de entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2014, il y a eu 33 demandes qui ont été effectuées au service d'hygiène, 9 directement de la CAF, 18 en provenance de locataires, 4 en provenance du service social, des propriétaires privés 2, donc un total de demandes de 33, sachant que essentiellement dans le cadre des bailleurs privés, 28 demandes dans le cadre des bailleurs privés et seulement 5 dans le cadre du bail social. Il est tout important aussi de rappeler qu'à compter du 1er janvier 2015, comme l'a prévu la loi ALUR, le dispositif de conservation par l'organisme payeur de l'allocation logement en cas de non-décence du logement entre en vigueur. Donc ça va permettre là encore d'activer ce dispositif et ce dispositif aura encore plus de pertinence. Voilà. Très bien. Madame Herry. Simplement une question par rapport aux moyens de pression. Une fois que les logements dont vous avez parlé tout de suite sont insalubres, etc., il y a un partenariat avec la CAF, ce qui fait que l'allocation logement ou l'APL n'est pas versée aux propriétaires. Le locataire donc, peut rester évidemment dans ce logement qui reste insalubre. Est-ce que le CCAS, la ville, a un contact avec les organismes bailleurs pour reloger la famille ou le locataire en attendant que les travaux soient effectués, parce que vous avez des locataires des propriétaires qui, j'ai envie de dire, qui ne réagissent pas au fait que l'APL ou l'allocation de logement ne soit pas versée. Et finalement, le locataire, il reste dans la même situation. Alors, on est confronté en règle générale, on essaye, et il y a un travail qui est fait dans ce cadre-là sur un immeuble pas très loin, rue de la Marine, pour justement, si le propriétaire s'engage à faire les travaux, nous, CCAS et le service logement du CCAS, on trouve une solution pour permettre de les loger dans le bail chez les bailleurs sociaux, pour leur permettre de revenir une fois que les travaux sont faits. Mais la difficulté que l'on a, très clairement, et on a un vrai travail là, de pédagogie et puis d'explication à faire avec les propriétaires, c'est qu'ils acceptent de faire les travaux. Parce que certains propriétaires vont jusqu'à dire, de toute façon, même si les locataires partent, c'est pas grave. Voilà. Donc on a un vrai travail là de pédagogie, de valorisation de leur patrimoine, parce que c'est leur patrimoine, et en même temps le patrimoine de la ville. Donc là, il y a un vrai travail de pédagogie à faire auprès des... Mais là, la loi ALUR permet, en fait, pendant je me permets de lire mes notes parce que c'est un sujet qui est récent, et il y a un délai, en fait, maximum de 18 mois qui sera fixé au bailleur par l'organisme payeur, donc la CAF, pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. Donc, le propriétaire récupérera, et ça c'est très incitatif, le propriétaire récupérera les montants conservés après la mise en conformité du logement. Donc, c'est quand même quelque chose d'incitatif pour dire aux propriétaires, faites les travaux, de toute façon, vous allez récupérer la part vous incombant de loyer pendant cette période-là. Et nous, service social, on vient en appui pour reloger éventuellement les personnes. Voilà.
ça que je voulais... Monsieur Chemin. Oui, est-ce qu'on a identifié des marchands de sommeil sur Cherbourg? Oui. Hélas. Oui. Hélas. Mais justement, c'est bien pour ça, on les a identifiés. Donc, voilà. On peut connaître Non. l'ampleur des... Non, pas les noms. l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine. De marchands de sommeil. Ouais. En termes d'individus, non. Il y a moins de... En termes de marchands de sommeil, en termes d'individus, il y a moins d'une dizaine de personnes. Mais c'est quand même- Après, en nombre de logements, il y en a pas mal. Voilà. Il faut... Ok. Monsieur Arrivé. Oui, j'en profite pour rappeler les aides apportées par la communauté urbaine. Nous l'avons vu au dernier conseil de communauté, les aides apportées pour la rénovation des logements, à la fois aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants. Et puis, quelques mots sur l'ORI, mis dans le cadre de la loi Duflot, qui va nous permettre, enfin, permettez-moi d'insister sur le mot « enfin », d'avoir une relation un peu plus coercitive avec certains propriétaires qui choisissent délibérément de ne pas faire des travaux et finalement, pour reprendre l'expression de M. Chemin, de rester dans un état de propriétaires qui louent absolument tout et n'importe quoi, ce que nous ne pouvons pas accepter. Donc l'ORI, mis en place dans le cadre de la loi Duflot, et on ne peut que s'en féliciter, va nous permettre, encore une fois, de contraindre ces propriétaires à faire des travaux. Merci, je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Délibération suivante donc, concerne la convention donc, relative à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile célibataires donc, qui sont hors de ce qu'on appelle le CADA, donc le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Sébastien, je vous laisse la parole et puis vous nous faites partager aussi une information douloureuse. Oui, il y a une petite enfant tchétchène de 4 ans qui a malheureusement eu un accident et qui est tombé d'une hauteur de 4 mètres et qui lutte actuellement, qui est entre la vie et la mort au CHU de Caen, qui a été transféré en tout début d'après-midi au CHU dans un état très critique. Et voilà, on ait une petite pensée aussi pour cette famille et cet enfant qui est en situation irrégulière sur notre territoire, et que la ville de Cherbourg, vis-à-vis des familles, on a toujours pris le choix de loger aussi les familles qui avaient des enfants, parce qu'il nous paraît complètement indécent de laisser des enfants à la rue, et cette petite fille est malheureusement tombée par la fenêtre du logement et est actuellement prise en charge au CHU de Caen. Alors, cette convention relative à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, je pense qu'il est nécessaire de faire un tout petit peu d'histoire, si je peux le faire, et prendre quelques minutes pour le faire. Vous savez que jusqu'en 2011, on a eu un squat qui était... jusqu'en 2013, mais en 2011, ce squat a été victime d'un incendie, dont l'origine était peut-être criminelle. Enfin, voilà, en tout cas, il y a eu cet incendie. Et les collectivités et puis l'État avaient dit à l'époque à ces personnes, mais si vous faisiez une demande d'asile, vous seriez logé. Vous n'auriez pas besoin d'être sur un squat. 2011 s'est passé, 2012 s'est passé, et grâce à la mobilisation importante du secteur associatif, et je pense plus particulièrement à Itinérance et au collectif contre le racisme et les idées d'extrême droite, il y a eu une très forte mobilisation que l'on a relayée, nous, au niveau de la collectivité, et avec un appui important de Madame la députée, que je tiens à saluer sur cette action aussi, on a interpellé les services de l'État pour permettre à ces demandeurs d'asile d'avoir des logements. Donc cela a été mis en place au mois de janvier 2013 avec une réactivité de la part de l'État qui a permis de loger, je crois que c'est 22 logements répartis sur les communes du territoire, et sur des célibataires et aussi des familles. Donc ces personnes sont logées. Il se trouve que l'État nous a fait part de difficultés de trésorerie pour permettre le versement à l'association Coalia qui gère le dispositif, qui est en fait le gestionnaire locatif
du dispositif, étant entendu que l'accompagnement social, très clairement, se fait par l'association que j'ai nommée et par le réseau de bénévoles qui est fort impliqué dans l'accompagnement de ces personnes et dans les démarches administratives. Ce coût est de 8,50 €, oui c'est ça, 8,50 € par jour et par adulte. Donc l'État nous a fait part des difficultés en termes de trésorerie sur la fin de l'année, donc nous a demandé d'établir une convention pour qu'on les aide à passer ce cap. Donc ça ne nous a pas paru complètement incongru. Les relations que l'on a avec les services de l'État en ce qui concerne la précarité et ce qui concerne la prise en charge de tous ces dispositifs, on est vraiment dans un partenariat important et plutôt, je dirais, respectueux des uns et des autres et des contraintes des uns et des autres. Il ne nous a pas paru complètement aberrant de répondre positivement à la demande de l'État, étant entendu qu'on y mettait quand même quelques conditions. La première, c'est que le dispositif continue à être porté par les services de l'État et ne soit pas porté par la ville de Cherbourg, parce que c'est une compétence de l'État. Donc ça, c'était un élément important. Deuxièmement, que effectivement l'État s'engage fermement à rembourser les sommes qui auront été au plus tard le trimestre suivant l'échéance en cours. Donc l'État s'y est engagé dans la Convention. Et si, par malheur, l'État ne respectait pas cet engagement, la Convention tomberait de facto à l'eau. Donc on a mis un certain nombre de sécurités sur ce dispositif. Alors il est fait référence à une somme dans la Convention pour l'année 2014 de 17 647 € et l'État nous a fait parvenir un mot nous disant que pour l'année 2014, en fait, ça ne serait pas 17 447 €, mais 5 815 €. Donc l'État a pu trouver la somme pour pouvoir... Donc c'était important de le noter dans la délibération dès maintenant, ça nous oblige qu'on ne revienne pas pour une nouvelle délibération, donc la somme réelle est de 5 815 €. Donc voilà, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec l'État et Coelga, qui est gestionnaire. Madame Le Barbanchon et après Monsieur Marguerite. Oui, si la convention tombe de facto, parce que l'État ne respecte pas ses engagements, qu'est-ce qui va se passer pour ces demandeurs d'asile? Très clairement, on ne mettra pas les familles, ça a toujours été une de nos priorités, de prendre en charge les familles, quel que soit leur statut et quelles que soient les difficultés, ce qui n'est pas sans d'ailleurs nous créer des difficultés, hein, très clairement. La volonté de l'État n'est pas... Ce dispositif, il a été fait pour, et je ne l'ai pas précisé dans mon propos et je m'en excuse, ce dispositif, il a été fait pour prendre en charge les demandeurs d'asile qui étaient déjà présents sur notre territoire. Donc ce dispositif a une vocation naturelle à s'éteindre, dans la mesure où toutes les mesures et toutes les procédures étant, si elles sont accélérées, et puis je crois que c'est une volonté aussi du ministère de l'Intérieur d'accélérer ces procédures-là, donc ce dispositif est appelé à s'éteindre. Je n'imagine pas une seconde, très sincèrement, que l'État mette à la rue des personnes qui sont demandeurs d'asile, puisque, encore une fois, c'est de la compétence, et quand on est demandeur d'asile, l'État a l'obligation de loger les personnes et de leur accorder une allocation temporaire d'autonomie, qui est l'ATA, qui n'est pas énorme, et qui leur permet... Voilà. Donc, il y a une obligation quand même, hein, très clairement. C'est bien ce que fait la collectivité, mais c'est encore un désengagement de l'État. Pardon. Non, je ne dirais pas comme ça. Je pense que l'État, et on l'a vu, a été quand même, à mes yeux en tout cas, je considère qu'il a été assez réactif quand on l'a interpellé, quand on l'a saisi sur cette question-là, en mettant assez rapidement à disposition des logements chez les bailleurs sociaux. Il n'a pas été amené à réquisitionner, donc on voit bien que sur notre territoire, il y a eu une vraie prise en compte de cette problématique, que ce soit avec la mobilisation du secteur associatif qui a été très importante, la mobilisation de Madame la députée, la mobilisation de la collectivité et la mobilisation des bailleurs sociaux qui ont permis effectivement, avec l'État, d'apporter une réponse digne à la problématique posée par ces demandeurs d'asile. Donc, des engagements, c'est pas aussi bien que ça devrait, parce que le nombre de places de CADA est malheureusement peut-être
insuffisante, même si l'État en a mis 15 000 de plus au cours de l'année 2013 ou 2014, il n'empêche que c'est vrai qu'elles sont insuffisantes. Mais bon, voilà, je ne dirais pas des engagements. Voilà, je crois que sur cette question-là, sur notre territoire, en tout cas, il y a eu, je trouve, une assez bonne cohésion entre les différents acteurs. Monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Bien évidemment, notre groupe partage la préoccupation humaine qui est la vôtre sur ce sujet. Et avec Monsieur Bastian, nous avons pu avoir ce débat en conseil, enfin en CCAS. Et je vais d'ailleurs faire une intervention un peu similaire à celle que j'avais faite dans cette instance. Bien sûr, la préoccupation humaine est là. Bien sûr, notre groupe soutient les actions qui sont menées et salue le travail des associations. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est sur un sujet qui a une coloration nationale et la politique d'asile en France est en train d'être réformée. Quelle est la problématique? Elle est aujourd'hui que lorsqu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire national, il se voit, donc il va à l'OFPRA, à l'office qui est en charge de son dossier. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que l'instruction dure parfois longtemps, même très longtemps, si l'on compte les délais de recours à la Cour, à la CNDA, et que parfois on a des demandeurs qui se retrouvent avec une décision négative ou positive 2 ans après, parfois même plus, leur demande s'ils vont en Conseil d'État. Aujourd'hui, le gouvernement, et je m'en réjouis, puisque le 23 juillet dernier, au Conseil des ministres, a été déposé un projet de loi qui va dans le sens du raccourcissement des délais, pourquoi je m'en réjouis? Parce que raccourcir les délais me semble être une nécessité absolue pour ne pas confondre l'asile et le droit des étrangers. Parce que ce qui se passe souvent, et là pour le coup nous avons un vrai sujet de désaccord, c'est que ce qui se passe souvent, c'est qu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire, le temps que sa demande soit instruite, il se retrouve parfois éligible aux critères pour être régularisé sur le fondement par exemple de la vie privée et familiale. Bref, cela revient à contourner parfois la procédure d'asile pour obtenir une régularisation sur le fondement du code de l'entrée et du séjour, donc c'est-à-dire du volet étranger. Et ça nous dérange, parce que je crois qu'on doit traiter avec la plus grande humanité un demandeur d'asile qui arrive sur notre territoire, que sa demande doit être instruite le plus rapidement possible, et le gouvernement a fixé des délais qui, j'espère, sont respectés, avec des moyens d'ailleurs, c'est-à-dire un délai qui maintenant doit être entre 6 mois et 10 mois en fonction de la demande et en fonction du pays de provenance. Quand la décision interviendra, si cette décision doit être négative, nous souhaitons bien évidemment que la loi s'applique et que la reconduite à la frontière soit prononcée et soit exécutée. Et dans cette perspective, les collectivités territoriales n'ont pas vocation, évidemment, à maintenir avec un dispositif de soutien au logement et de contribuer à maintenir un demandeur qui n'aurait pas eu le statut de réfugié, qui serait donc du coup dans une situation illégale et qui aurait vocation à quitter le territoire national. Alors nous allons voter pour, mais je voulais juste faire cette précision en disant qu'on prend date aussi parce qu'un nouveau dispositif législatif va voir le jour et dans 1 an, dans 18 mois peut-être, nous saurons si le raccourcissement des délais est bien au rendez-vous. Si ce raccourcissement des délais est bien au rendez-vous, moi je souhaite le dire aussi au cher bourgeois Octevillé, nous n'avons pas vocation à installer dans l'illégalité ensuite des personnes qui ont vocation à quitter le territoire national. Je me permets juste d'apporter peut-être 2 petits points d'information complémentaires. Alors, en ce qui concerne la carte vie privée, vie famille pour raison de santé, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, effectivement, des autorisations de séjour sur notre territoire sont données à des familles pour se faire soigner, tout simplement. Et qu'il y a une problématique, c'est que les moyens de subsistance ne sont pas accordés à ces familles. Donc, on a interpellé l'État sur cette question-là, et l'État, encore une fois, il doit y avoir une réforme justement de la carte, de l'attribution des cartes vie privée, vie famille, pour aussi éviter ce que vous suggérez, en disant effectivement il faut que ce soit de véritables raisons de santé, et pour lesquelles, parce qu'il y a certaines pathologies, on n'est pas forcément plus mal soigné dans son pays d'origine qui n'est pas en guerre ou quoi que ce soit qu'en France. Ensuite, moi je voudrais insister sur le côté. C'est vrai que la collectivité a fait le choix, en ce qui concerne les familles, même quand ils sont en situation irrégulière, et même quand c'est compliqué, même qu'effectivement il y a...
On ne peut pas. Je dirais que là-dessus, il y a le fond et la forme. Sur le fond, j'entends vos arguments, M. Marguerite, mais sur la forme, je crois qu'on a vraiment, on se doit, je crois, par esprit de solidarité, en tout cas pour ces familles, avec ces enfants qui arrivent sur un territoire, qui ont été quelquefois scolarisés sur ce territoire, qui ont appris notre langue, et qui, je crois qu'on doit, enfin moi je considère qu'on doit se mobiliser pour leur permettre d'intégrer notre pays et de l'intégrer de manière digne et respectueuse. Et il y a des réussites. Je crois qu'on a aussi, moi je pense qu'on a des personnes qui arrivent sur notre territoire, qui sont, vous savez, le papa de cette petite fille là, qui est actuellement au CHU de Caen, je l'ai rencontré avec Franck Tison en tout début d'après-midi, parce qu'on était tous les deux sur les lieux. Ce monsieur est médecin dans son pays. C'est vrai que quand on voit, on se dit, vous rendez-vous compte, on manque de médecins dans notre pays. On a un monsieur qui est médecin et qui est tchétchène et qui est à côté et qui parle. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc je crois que quelque part, on doit aussi s'interroger sur ça. Et que cette question de l'immigration, certes, elle doit nous... Mais je fais partie, peut-être à tort, de ces personnes qui pensent qu'elle peut être aussi très enrichissante par certains aspects et pas forcément négative. Voilà. La ville de Cherbourg-Octeville prend d'ailleurs dans ce domaine ses responsabilités. Et c'est vrai que ça se fait avec discernement et au cas par cas, parce qu'on ne peut pas non plus généraliser l'ensemble des situations, il faut le reconnaître. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, nous agissons avec discernement au cas par cas, et nous sommes d'ailleurs parfois sur certains cas particuliers et exceptionnels, nous-mêmes portés parrains pour accompagner ces personnes qui sont qu'on considère ayant la possibilité de s'intégrer. Alors attention, ça se fait au compte-gouttes, hein. C'est vraiment du cas particulier, mais on a considéré de façon réfléchie que ces personnes peuvent s'intégrer, elles le sont déjà pour partie, et nous mettons tout en œuvre pour que ce processus d'intégration puisse se faire, et se faire dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est de notre responsabilité personnelle, mais aussi c'est de notre responsabilité humaine et politique. Alors, on va pas généraliser d'une certaine façon, hein. On ne peut pas généraliser, mais on le fait au cas par cas. Madame Herry, vous souhaitiez... Poser une question par rapport à ces personnes. Est-ce qu'on a un profil de ces personnes qui sont réfugiées? Ce sont des réfugiés politiques qui sont en situation d'extrême danger sur leur territoire. Honnêtement, je crois que c'est très, très compliqué de répondre de manière vraiment sans arrière-pensée à cette question et de manière comme ça très ouverte. Je crois que c'est difficile. Il y a des personnes qui ont véritablement vécu un vrai traumatisme psychologique et physique dans leur pays d'origine. Ça, c'est très, 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 très clair. Après, probablement qu'il y a des personnes à la marge, j'aurais tendance à dire, qui peut-être se trouvent pas dans cette situation-là. Mais franchement, de l'expérience que j'ai, en tout cas sur notre territoire, c'est vraiment à la marge, hein. Les personnes qui arrivent ont vécu véritablement un traumatisme. Alors après, il y a l'expression de ce traumatisme qui est, parce que c'est des cultures différentes, donc on les perçoit peut-être pas de la même manière, on les comprend. C'est très difficile, et moi je tiens à rendre hommage là vraiment au secteur associatif qui accompagne ces personnes, et aussi aux travailleurs sociaux du Conseil général et du CCAS de Cherbourg-Octeville qui sont vraiment investis dans ce travail d'accompagnement, d'orientation qui est très, 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 très difficile, hein, très compliqué. Okay. Madame Corpel, et puis après je vous donne la parole, Monsieur Marguerite, hein, s'il vous plaît. J'aimerais rappeler quand même que les gens qui quittent leur pays, qui sont chez nous en ce moment, ils sont partis pour de bonnes raisons. On ne part pas de son pays comme ça de gaieté de cœur. Il y a toujours des raisons politiques, des raisons économiques. Et donc, on se doit de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et si on peut les accueillir chez nous, sans les renvoyer chez eux, ça serait une bonne chose. Voilà. Ok. Monsieur Marguerite, je vous laisse la parole, et puis on va ensuite... Oui, très brièvement, Monsieur le maire. En fait, c'est un sujet que je connais assez bien pour défendre certains réfugiés dans le cadre de ma profession et donc de travailler au contact avec l'OFPRA régulièrement. Il se trouve que le taux de rejet
des demandeurs d'asile est d'environ 85%. C'est-à-dire que pour 10 demandeurs, il y en a à peu près 2, on va dire parfois, qui sont acceptés. Et sur des critères qui sont tout à fait objectifs, qui ont été votés par le législateur, il y a des pays qui sont classés en fonction de la difficulté du contexte politique. Et ensuite, il y a un appel à la CNDA où il y a un taux d'annulation assez important. Donc ce que je voulais dire n'est évidemment pas du tout de remettre en cause la préoccupation humaine, mais aussi de dire que notre pays a vocation à être généreux, mais qu'il a vocation aussi à appliquer la loi de la République. Et qu'un réfugié, un demandeur qui voit sa demande rejetée, c'est ce que je disais, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national pour ensuite satisfaire à d'autres critères qui sont ceux de la vie privée et familiale, c'est-à-dire du code pour être étranger. La circulaire Valls du 28 novembre 2012 a posé des critères précis, c'est-à-dire en gros 3 ans de présence avec des enfants scolarisés depuis 24 mois. Donc ces critères sont clairs. Mais vous voyez bien un petit peu le schéma. C'est-à-dire on fait une demande, on arrive après à 2 ans, 3 ans sur le territoire, on voit sa demande rejetée, et puis on va après en préfecture pour demander un titre vie privée et familiale parce qu'on est finalement sur un autre fondement. Eh bien moi je dis la République, elle est généreuse, mais elle n'a pas vocation à pérenniser ce type de situation. Voilà, je pense qu'on peut être généreux et ferme en même temps, sans qu'on puisse caricaturer les échanges qu'on peut avoir sur ce sujet. J'apprécie d'ailleurs la qualité des échanges et de la présentation de M. Bastian sur ce sujet. Je mets à part le titre de séjour sur le fondement de la santé, qui est tout à fait particulier. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire, puisqu'il y a eu un changement de législation qui fait que désormais, c'est sur le traitement disponible et non accessible dans le pays, ce qui est un vrai problème, puisqu'il y a de nombreux traitements qui sont disponibles dans les pays étrangers, mais qui ne sont pas réellement accessibles. Et là, pour le coup, on ne régularise pas assez des personnes sur le fondement de la santé. Là, il y a un vrai sujet. Maintenant, voilà, moi, ce que je dis, c'est que notre collectivité, on en prend acte, va aider des demandeurs, ce qui est bien, mais attention à ne pas pérenniser des situations et après faire rentrer un étranger, enfin un demandeur, en situation irrégulière avec des fonds publics. Monsieur Poitvin. Oui, non, je me dois réagir quand j'entends que M. Marguerite parle de critères objectifs fixés par les législateurs. Aucun législateur n'est objectif. Je suis désolé. C'est complètement absurde de catégoriser ça comme ça. Les législateurs sont pas objectifs, les législateurs sont de gauche, de droite, ils ont des convictions, des valeurs, et ces valeurs-là, elles changent selon le parti, donc ils sont pas objectifs. Et moi, je suis désolé, mais quand on entend 85% de rejet de demandeurs d'asile, c'est un échec de cette politique-là. Donc en termes de caricature, je pense, monsieur, que vous allez un peu loin. Ok, bon. Juste, et puis après on va passer au vote. Juste pour répondre sur ce sujet, c'est pas parce qu'il y a un rejet de 85% que l'OFPRA ne fait pas bien son travail. Que les critères objectifs, enfin, quand je dis objectifs, sont des critères qui ont été votés par la représentation nationale, par nos représentants de point de vue démocratique. Parce qu'après, si on rentre dans un débat sur la subjectivité, dans ce cas-là, on régularise tout le monde, et tout le monde, si on suit votre raisonnement, un demandeur est forcément quelqu'un qui vient avec une préoccupation légitime, qui a quitté son pays vraiment dans une situation de risque. Eh bien non, ce n'est pas la réalité. Évidemment que ce n'est pas la réalité. Et qu'on ne peut pas non plus caricaturer la position dans l'autre sens. Voilà. Ok. C'est parti. Non. Monsieur Le Jamtel, c'est parti. Je vous donne la parole. Oui, il y a quand même des temporalités qui sont différentes. La situation géopolitique qui ne vous échappera pas, Monsieur Marguerite, qu'elle est assez préoccupante depuis un certain nombre de mois, voire d'années. De ce point de vue-là, les critères de l'OFPRA et leur évolution et la manière dont les dossiers sont traités, il peut y avoir une distorsion qui se crée. Et de ce point de vue-là, je pense que malheureusement, la dégradation de la situation internationale va plus vite que les usages en cours au sein de l'OFPRA. Donc on peut tout à fait, dans un même temps, reconnaître à l'OFPRA la légitimité de statuer, mais reconnaître aussi que dans la vie, il y a des situations d'urgence qu'il faut traiter. Et je trouve que c'est l'honneur de la collectivité, et d'ailleurs vous allez voter la délibération, donc vous le reconnaissez, que de prendre acte. Je pense que la présentation de M. Bastian sur les situations vécues, elle est sans appel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de personnes, par rapport à celles qu'il a rencontrées, qui sont dans une immigration de confort. Voilà. Ok. Bon, on en reste là. Oui, je pense que c'est... Voilà, chacun a exprimé son point de vue. On le fait avec discernement. Je pense que chacun essaie de le faire avec le maximum de discernement. Donc je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. On continue avec la convention de partenariat, donc avec le lycée Alexis de Tocqueville. Très rapidement. C'est une convention qu'on a
court avec le lycée Tocqueville depuis 2009, où la collectivité s'engage à recevoir des élèves de Tocqueville sur différentes manifestations. Je pense à Octobre Rose, à un certain nombre de nos forums que l'on organise. Et nous-mêmes, nous intervenons et nos collaborateurs interviennent au lycée de Tocqueville et en proposant aussi des accueils, des accueils pour des stages dans nos établissements ainsi que des visites de nos équipements. Donc c'est une convention que l'on renouvelle tous les ans à la grande satisfaction de tous les partenaires, notamment des jeunes de Tocqueville et de nos collaborateurs dans les différents espaces solidaires et au niveau de l'action sociale. C'est une belle convention. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.